Oui. Genre, tu sors, puis tu cries là, Mais juste, je t'as te dis, juste envie de en plein d'exploser, là. hiver, j'étais à genoux dans la neige et puis je pleurais à chaudes larmes, comme si on m'a poignardé. Je me disais, mais c'est quoi cette vie? Parce que quand tu quittes, je viens d'Afrique, j'assume, quand tu quittes l'Afrique, tu arrives ici, on t'a vendu tout un gros rêve. Tu te dis, mais tout va être au beurre, tu es aux anges, tu n'auras pas de problème, Le en plus fait. dur, c'était d'y arriver. Et puis, une fois qu'on est là, ça s'arrange, hein, bien Et oui, sûr. mais là, j'étais face à ma réalité. On dit souvent qu'après la guérison, on ne vit plus pour impressionner, mais on vit pour impacter. Aujourd'hui, je reçois Jacqueline qui va nous parler de comment on soigne son intérieur pour pouvoir briller de l'extérieur. Et l'exemple qu'on prend très souvent, quand on nous dit bonjour, est-ce que ça va? Ben, c'est rare qu'on dit ça ne va pas. Et pourtant, on peut vivre avec des blessures qui peuvent nous-mêmes bloquer, nous verrouiller. Alors, on va les découvrir plus avec Jacqueline Sokoli. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, Dove. Ouais. Comment vas-tu, Jacqueline? Super. J'adore la couleur jaune. C'est pour rayonner. C'est bien. Alors, Jacqueline, aujourd'hui, on s'intéresse à toi parce que, visiblement, tu as déjà fait ce chemin-là. Tu as déjà passé par là. Il y a un adage qui dit, quand l'éléphant passe dans la rosée avant toi, ben, tu n'as pas à craindre. Ouais. Donc, moi, je viens auprès de toi pour apprendre, pour découvrir et pour permettre à ceux qui nous suivent également de pouvoir en apprendre. Jacqueline, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache à qui on a affaire aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on devrait l'écouter? Absolument. Mais je suis Jacqueline Sokoli, sinon Amélévi Jacqueline Sokoli. Amélévi. OK. Pour dire mon nom au complet. Alors, je suis vraiment bénie. Je suis une femme qui aujourd'hui a décidé, plus maintenant qu'hier, de consacrer ma vie à restaurer des vies, à transformer des vies, à changer des vies. C'est ce que je peux dire. Je suis coach certifiée en développement intégral. Le développement intégral va embrasser tout ce qu'il faut pour qu'un être humain puisse vraiment, j'allais dire, être bien, favoriser son bien-être, que ce soit personnel, que ce soit dans la société, pour avoir de l'impact. Donc, nous travaillons dans ce qu'on appelle le coaching transformationnel. Donc, c'est ce que je peux dire pour moi. Et sur ce plateau aujourd'hui, merci de m'avoir invité. D'accord, merci Jacqueline. Donc, je comprends que tu es aujourd'hui dans la transformation, mais habituellement, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui est Jacqueline. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Jacqueline? C'est quoi le vécu qui amène qu'aujourd'hui, on veuille, comme j'aime bien le dire pour rigoler, mais quand tu te lèves le matin, est-ce que toi, ton plan, c'est d'aller sauver les gens? Est-ce que tu n'as pas à te sauver toi-même déjà? Alors, d'où ça vient, Jacqueline, que tu as envie vraiment d'accompagner, tu as envie de pousser d'autres personnes, certainement, à trouver le meilleur d'eux-mêmes et à s'exprimer et à briller? D'où ça te vient, Jacqueline? Mais c'est parti d'un besoin personnel. C'est vraiment du vécu, là. Je dis toujours aux gens que j'accompagne que je vous parle ici de vécu. Alors, moi, j'avais eu un besoin. Je ne veux pas aller vraiment plus loin que ça, mais je veux parler des années 2017-2018. J'étais confrontée à une saison de ma vie où j'étais dans un divorce qui était pénible. Je sortais d'un mariage qui était quand même douloureux et tout. Donc, je vivais vraiment une phase d'anxiété, dépression aussi, je vais dire. Et puis, ma vie vraiment n'allait pas comme ce que je voulais, n'est-ce pas? Et puis, même j'avais de la peine à avoir des résultats. Au travail, je me rappelle, ça me fait rire aujourd'hui, mais avant, j'en pleurais. J'allais au travail des journées, au lieu de performer, je faisais que pleurer. Et puis, ma manager venait à chaque fois m'emmener dans son bureau pour dire, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'infliges autant de peine? Qu'est-ce qui ne va pas et tout? Donc, j'ai compris à un moment donné, et c'est là où c'est important, d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Est-ce qu'on peut dire que tu as touché le fond? Oui. Non, j'étais vraiment dans le fond. Quand je dis le fond, là, vous imaginez une femme de 35 ans qui se retrouve avec 3 enfants à bas âge et puis qui a un boulot qui lui payait 11 $ l'heure à l'époque. C'était à 11 $. Il fallait payer un loyer, payer tout ce qu'il faut pour les charges des enfants et tout. Écoute, avec des dettes, parce que quand tu rentres dans un processus de divorce, c'est de grosses dettes. J'avais ni famille, ni parents, ni sœurs, ni oncles qui pouvaient garder les enfants pour que je fasse un deuxième boulot. Donc, si on comprend bien, c'est ta vie au Canada, là? Oui, donc, je pars du Canada. Avec 3 enfants? 3 enfants, oui. OK. Avec un boulot qui te paye à peine... 11 $. J'étais à 11 $. C'est le seul boulot que j'avais. C'est ça. C'est à 11 $. En plein processus de divorce, payer les avocats, payer tout ce que ça prend. Les enfants avec quel âge? Ben, mon plus petit, aujourd'hui, il a quoi, 15 ans? Donc, quand je remonte en 2017-2018, je ne sais plus, mais il avait moins de 10 ans.
Okay. Le plus petit. Le Celui petit. qui suivait aussi, il a 18 ans maintenant. Donc, il devait avoir quoi? Peut-être à peine 10 ans. Et c'est la seule ressource qui devait envoyer de quoi La seule. C'est la seule. Okay. J'avoue qu'ici, c'est sûr que aussi le gouvernement apporte de l'aide. Mais quand tu voyais les charges qui m'attendaient, honnêtement. Le boulot. Et je précise que j'étais dans le fond aussi parce qu'il n'y avait pas de pension alimentaire que je recevais. Okay. Parce que les gens vont se dire, mais il y a des gens qui reçoivent des pensions alimentaires, le gouvernement aide et tout. Non, il n'y avait pas de pension alimentaire. J'ai vécu quelque chose dans cette période-là qui m'a fait remarquer que ça ne va pas. Un jour, j'étais avec mes 3 gars, je suis allée chercher à l'école. Il faut aller au supermarché, acheter des vivres de... Tu avais une voiture, Jacqueline? Non, on était en transport en commun, autobus. Des fois, il n'y avait pas d'argent, il fallait marcher sur des distances très longues. Et ça, c'était pénible. En plein hiver, vous imaginez, marcher, à prendre les sacs d'épicerie, trimballer, traîner 3 enfants derrière. Et ce jour-là, on s'est rendu à l'épicerie avec mes 3 gars avec moi. J'avais juste des choses de nécessité, comme le pain, les œufs. Un peu de lait, un peu de sucre. Tu vois, juste ça pour qu'on puisse manger. Et on arrive à l'épicerie, on choisit 2, 3, 4 trucs avec les gars et tout. Et puis, j'arrive à la caisse. Et puis, on passe la carte, ça passe pas. Ça, c'était quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours après le divorce. Là. Okay. Juste à peine, là. À peine, en fait. J'étais encore dans c'était comme une course à la survie, quoi. Ouais. Et puis, je passe la carte, ça passe pas. J'ai dit, bon, OK, je vais enlever un truc. J'enlève d'abord le lait. J'ai dit, bon, l'œuf, le pain, ça peut passer. J'enlève le lait. On passe encore, ça passe pas. J'ai dit, OK, je regarde mes enfants. J'enlève encore quelque chose d'autre. Ça passe pas. Jusqu'à ce que je laisse tout. En fait, il n'y a rien sur la carte. Il n'y avait rien sur la carte. C'était pas découvert, là. Parce que, en fait, je sortais du foyer conjugal avec un peu d'argent sur le compte conjoint. Donc, j'étais sûre que... Il y avait de quoi? Il y avait de quoi pour les premiers jours, mais je me suis rendu compte que, on était allé ramasser tout, le peu de fonds qui était sur le compte. Et ce jour-là, j'ai pleuré les larmes les plus dures de ma vie devant mes 3 enfants parce que j'étais incapable de nourrir ces enfants-là. C'est comme si la situation venait te dire, tu vois, ça va pas. Ça va être dur sur toi, là. Ça va être dur, oui. C'est ça. Parce que là, on est face à une situation. Et c'était vraiment difficile au point où même mes enfants étaient tellement affectés parce que je n'étais pas bien. J'étais meurtrie dans la douleur, dans le regret, dans un sentiment d'échec aussi, il faut l'avouer. Mais voilà, un foyer, tu as fait plus de 12, 14 ans, voilà, tu te retrouves tout seul. Monoparental, 3 enfants, qu'est-ce que tu as foutu de ta vie? Ça, c'est la petite voix là qui te parle à l'intérieur, que tu as envie d'étrangler. Oui. Tu entends, mais écoute là, tu n'es pas capable en fait. C'est l'échec là. Tu es en plein échec, accepte. Ouais. La petite voix vient te rappeler l'évidence que tu sais. Oui, tu sais déjà, mais que le rappel en fait. C'est ça, je vois. Que tu as échoué, tu es en échec total. Et c'est là, tu vois les jours qui ont suivi. Écoute, le train-train quotidien était tellement difficile parce qu'il fallait se réveiller à 5 heures, s'assurer que 6 heures et quart, les enfants sont placés à l'école, prendre le métro, prendre l'autobus, c'est-à-dire moi je devais prendre le métro, prendre l'autobus, marcher encore avant d'arriver là où je travaillais et sortir à 16h30, aller récupérer les gars, rentrer à la maison, cuisiner, faire les devoirs. Non, c'était une vie infernale. Est-ce que tu as déjà crié? Oui. Genre tu sors puis tu cries là, juste envie de en plein hiver, j'étais à genoux dans la neige et puis je pleurais à chaudes larmes. Comme si on m'a poignardé. Je me disais, mais c'est quoi cette vie? Parce que quand tu quittes, je viens d'Afrique, j'assume, quand tu quittes l'Afrique, tu arrives ici, on t'a vendu tout un gros rêve. Tu te dis, mais tout va être au beurre, tu es aux anges, tu n'auras pas de problème. Le plus dur, c'était d'y arriver. Et puis, une fois qu'on est là, ça s'arrange. Oui, mais là, j'étais face à ma réalité. La désillusion totale. Il fallait faire face à ça. Et tu vois, quand je peux comparer un peu à l'Afrique, tu sais, à l'Afrique, tu as une tante, tu as une soeur, il y a toujours quelqu'un qui est là. Mais ici, j'étais seule là. Alors, si tu permets, Jackie, alors, ce dont on parle aujourd'hui, c'est de soigner son intérieur pour oser briller. C'est vrai que dans la vie aujourd'hui, vous allez voir qu'on vous parle d'entrepreneuriat, de grands rêves, mais quelquefois, on n'a pas besoin de ce rêve-là. Absolument. On a d'abord besoin de se faire parce qu'on est déconnecté avec soi-même. Absolument.
peut-on parler d'entrepreneuriat? Peut-on parler de faire le tour du monde à quelqu'un qui n'est même pas connecté à lui? C'est-à-dire pour qui la vie n'a même pas de sens. Il n'y a pas de goût, là, c'est fade. Vous voyez? Donc, c'est important de se rapprocher de qui on est en réalité. Pour oser apprécier la vie, pour oser avoir cette envie d'aller savourer, puis finalement pouvoir donner aussi. Parce que si on est vide... Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir donner aux autres? C'est ça. Pas grand-chose. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec Jackie, qui est passé par ces étapes douloureuses. Vous savez, comme on le dit, sans protocole ni flafla, on n'est pas là pour cacher des choses. Absolument. Ça a été dur, ben je dis oui, ça a été dur. Mais qu'est-ce que je suis devenu après? Parce que ça a été dur, mais c'est l'après. C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, je prends conscience que c'est dur et que je refuse que cette situation ne reste pas la mienne? Absolument. D'accord? Absolument. C'est ça. Parce qu'avant d'en arriver là, c'est que dans ce foyer-là, je me disais, non, ça va aller. Je vais changer la situation. Je vais changer. Donc, je me battais vraiment contre moi-même, le moi intérieur qui souffrait, qui recevait tout ce qui peut être maltraitance, violence psychologique surtout, qui voyait tellement de choses qui te brisent, mais tu t'accroches. Tu dis que ça va aller un jour. Et ça va aller. Ouais. Et c'est plus tard, moi-même, dans mon processus de guérison, on va revenir à ça. C'est là où, quand je côtoie mes propres coachs, mes propres mentors, je comprends que ça source en profondeur dans l'enfance. Que tout ce que je vivais, ça retrouve sa racine dans l'enfance. Alors, Jackie, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, même si c'est sans protocole ni flafla. Est-ce que ça veut dire que finalement, même ton partenaire serait victime de quelque chose qu'il n'a pas créé lui-même? Parce que c'est ce que je comprends là. Absolument, c'est ça. C'est ce que vous devez savoir. Est-ce que tu regrettes ça? Est-ce que tu regrettes pour lui? Oui, définitivement. Parce que, vous savez, quand vous vous mariez là, ce n'est pas un hasard. Vous attirez qui vous êtes. Je répète ça. Vous attirez qui vous êtes. Donc moi, la jeune fille, physiquement belle, brillante, je sortais de l'université, qui rentre en foyer là, j'étais avec mes propres blessures. J'étais au-dedans, même si on voyait une jolie fille intelligente, brillante, mais au-dedans, il y avait beaucoup de blessures cachées dont les séquelles allaient vraiment faire face dans ce foyer-là. Donc, est-ce que j'étais sainte? Non. J'avais aussi ma part de responsabilité. Je n'avais pas guéri de toutes ces blessures, de toutes ces choses. Moi, j'ai connu le rejet, l'abandon, l'humiliation dans mon enfance. Et ces choses-là étaient encore là, ça n'avait pas guéri. Du coup, dans ce foyer-là, ça sortait. Et ça fait que c'était un terrain où on se blesse. Parce que qui est blessé, blesse. On se blessait. C'est sûr qu'il y en a qui blessent plus que l'autre. Et à un moment donné... Mais il n'y a pas plus blessé que blessé. Blessé, c'est blessé. Mais c'est ça. Et ces choses ont fait qu'au lieu que le foyer soit un nid douillet, un cocon familial paisible, c'est devenu un ring souvent de boxe. Non seulement pour les parents, mais aussi surtout pour les enfants. Parce que quand tu étais un enfant blessé, que tu n'as pas guéri, tu deviens un adulte blessé, brisé, mais tu transmets ça aussi aux enfants. C'est ça. Tu transmets ça même aux partenaires en face. Ça fait que il faut apprendre vraiment à dire que oui, regardez, faites une lecture de nous là, pour voir ce qui ne va pas. Essayez de rétablir les choses avant de rentrer dans une relation, même dans l'entrepreneuriat. C'est ça, l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Prendre le temps de faire le point pour prendre sa part de responsabilité. Absolument. C'est là où j'aime la coach Evelyne, que je salue au passage, qui dit qu'il faut faire une relecture. Allô, coach Evelyne. Salut, coach Evelyne. Relecture de sa vie. J'ai un mentor qui disait dans une session qu'on a eue il y a 2 jours, c'est pas pour rien, il y a un rétroviseur au-dessus de la pare-brise. C'est qu'on doit regarder souvent derrière. Donc, il faut regarder ce derrière-là, voir ce qui n'a pas fonctionné. C'est ça. Et ça, c'est accepter. Changer les choses pour que ça puisse avancer. D'accord. Alors, si tu permets, donc, on a compris là où on est rendu. Jacqueline rentre dans une relation. Jacqueline est blessée et il y a beaucoup de choses qu'elle a traînées depuis son passé. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça, véritablement. Non. D'accord. Donc, moi, j'aimerais savoir, parce qu'il faut voir jusqu'où c'est allé en profondeur. Oui. Mais ce qu'on va voir, c'est que cette personne-là qui rentre dans une relation, qui part blessée, veut pas à un moment donné, là, dans un petit échange, on va aller sortir cette niaque pour s'imposer, pour chercher à ne pas revivre certainement des frustrations. Exactement. Jacqueline, on se donne un instant, on se revient tout à l'heure pour que tu nous dises, c'est quoi ces blessures? Mais oui, il faut en parler. Qui t'ont suivi? Il faut en parler. Qui fait que tu souffres avec finalement, parce qu'au lieu que ça t'aide à bâtir ta vie, ça aura comme cette capacité-là de façon
inconsciente Exactement. de faire le contraire, c'est-à-dire détruire ta vie Exactement. sans que tu ne le veuilles. Yeah. C'est bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yes. Quand on écrit un livre, on n'écrit pas seulement des mots. On y met une histoire, on y met une énergie, on y met une vision. Alors malheureusement, trop d'auteurs ont des livres, des ouvrages écrits qui restent sur les étagères. Et c'est ça que moi je me donne comme mission, de pouvoir vous accompagner à donner vie à votre livre, à donner vie à votre ouvrage, à donner vie à cette énergie que vous avez pris le temps de consigner. Vous êtes d'accord avec moi, hein, quand vous avez cette énergie, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous dites, ah ben tiens, j'ai l'occasion de m'exprimer, j'ai l'occasion d'impacter le monde, j'ai l'occasion de laisser un héritage. Mais cet héritage, vous ne l'écrivez pas pour le laisser sur votre tiroir, vous ne l'écrivez pas pour le laisser sur les plateformes de vente, vous l'écrivez pour le montrer au grand jour, pour dire, ben tiens, je suis là, j'ai vécu une histoire qui en vaut la peine. Et cette histoire, je veux la partager. Et mon but, c'est d'aider quelqu'un. C'est ça votre idée, votre ambition ultime au départ en écrivant. Alors, qu'en est-il de cet ouvrage que vous avez écrit avec tant d'énergie, tant d'amour, tant de niaque que vous avez envie d'utiliser pour impacter une personne? Vous l'avez compris. Donner vie à cet ouvrage, permettre finalement qu'on vous découvre en tant qu'auteur. Non seulement ça, mais c'est sûr que quand on écrit un livre, on a toujours une idée qui est derrière, hein, qui est le complément de cet ouvrage. Et même pourquoi pas la version révisée de ce qu'on a écrit. Parce qu'on veut vivre, on veut donner le modèle, on veut montrer qu'on est capable à travers notre histoire de matérialiser. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble, de donner vie non seulement à votre histoire, de donner vie à nos histoires et surtout de laisser un héritage comme on l'a toujours souhaité. Mais cet héritage, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit accessible par ceux qui attendent justement de pouvoir en profiter pour transformer à leur tour leur vie. Bien, merci. Nous voilà de retour. On continue avec Jackie. Alors, à cette étape, on va aller voir dans le passé de Jackie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que ces blessures avec lesquelles elle est partie puissent la suivre au point que ça devienne pratiquement un sabotage, un auto-sabotage. Oui. Alors, Jackie, est-ce que tu peux nous raconter d'où viennent ces frustrations enfouies en toi qui t'ont suivi au point de presque gâcher ta vie? Super, il faut le dire. Il faut le dire. Mais moi, j'avoue, je viens d'une famille de plusieurs enfants. Vous savez, les familles africaines. Hein? Et ça, pour moi... Combien d'enfants? Je dirais 7. Okay? Ah, et je suis le bébé. Ça va. C'est déjà un bon stock, cette Exactement. personne. Et j'étais la Benjamine. Donc, Ok. la petite princesse de papa et maman et tout. D'accord. Donc, c'est ça. On était au Togo. On vivait au Togo. Mes parents, on est béninois, mais on vivait au Togo parce que mon père était cuisinier. Ma mère était commerçante. Elle faisait le business de vente d'huile. Et donc, moi, j'étais la toute petite. Je voyais mes frères qui grandissaient, ceux qui devaient aller à l'école, les plus grands. Et puis, il est arrivé quelque chose dans la vie de mes parents. Et puis, ils ont pris la décision d'immigrer, de partir en aventure. OK. Pour un meilleur lendemain. Avec 7 enfants? Non, justement, c'est là où je m'en viens. Oh. Donc, ils prennent la décision de partir. Mais partir avec 7 enfants, c'était quasiment impossible. OK. Par rapport à la situation financière qui n'était pas très, très rélusante. Donc, du coup, ils prennent la décision de nous confier comme en famille et d'accueil, si Dispatcher tu veux. les enfants? Dispatcher les enfants. Ouais. C'était la solution qu'ils avaient trouvée. OK? Et c'est comme ça, moi, je devais avoir 3-4 ans maximum. Ah, c'est... Quand moi, avec une autre de mes sœurs et un frère, on nous place en famille d'accueil. Ce qu'on appelle chez nous au Bénin, vie d'Omégon, pour ceux qui connaissent la langue. Donc, une petite fille placée, 3-4 ans j'avais. Mon autre frère devait avoir peut-être 6 ans et l'autre sœur devait avoir dans les peut-être 12 ans, ou un peu plus. Et c'est comme ça, du haut de... Famille d'accueil, je ne comprends pas. Mais Chez une sœur, chez une tante? chez quelqu'un de proche de la famille quand même. OK. D'accord? D'accord. Mais on a quitté notre famille, notre cocon familial, pour être placé chez des gens. Et 304 ans, c'est petit, ça? Mais j'étais un petit C'est pousset, bébé, j'étais ah une ouais. petite fille en fait. OK? Toute petite fille, la princesse de papa. OK? Donc, étant placée dans cette famille, ben, mon monde venait de s'écrouler. Parce que moi, je grandissais, papa, maman, c'était pas le gros luxe, mais on avait une vie vraiment... Ouais, mais 3 ans, c'est un bébé encore. C'est un là, bébé, un petit c'est ça, bébé. c'est- Donc, j'étais placée dans cette famille avec mes frères et sœurs et
Moi, ce que je voulais, quand je voyais les autres aller à l'école, moi, je voulais aussi. J'avais hâte d'aller à l'école. Je voulais vraiment grandir, aller à l'école et tout. Donc, quand les parents nous placent là pour un temps, comme ils nous ont promis, OK, on s'en va, mais c'est pour venir vous chercher très tôt. Vous restez là, on va s'assurer que vous soyez inscrits à l'école et tout. Ne pas rester juste à la maison. C'est ça. Donc, c'était la promesse faite par les parents à cette époque. Mais une fois que les parents ont tourné le dos, c'était pas ce qui s'est passé. Et moi, la petite fille de 4 ans à peine, avec mes autres frères, mais on était là maintenant les domestiques de la maison. Est-ce que tu comprends? Avec mon âge, là, tu devais laver une grosse vaisselle, tu devais prendre la bouillie sur la tête ou bien les beignets sur la tête, aller vendre et ramener de l'argent à la maison, accompagné de tes frères. Pendant que les enfants de la maison, mais eux, ils allaient à l'école, ils venaient. Les corvées de la maison, il fallait les faire par nous-mêmes. Et moi, la petite, où je devais recevoir de l'attention, de la tendresse, tout ça, non, mais c'était la chicotte. C'était la chicotte. Des fois, on dormait même le ventre affamé. Des fois, la faim était telle que mais on allait fouiller dans les restes pour manger. Et puis, l'autre chose qui était vraiment difficile à vivre, puisqu'on est resté plusieurs années dans ça, je suis restée plusieurs années dans ça, on allait des fois vendre des beignets, des trucs devant des écoles primaires où je voyais des enfants de 5, voilà, à la maternelle, et puis j'étais là, je regardais. C'est-à-dire le rêve d'aller à l'école qui te hantait. Exactement. Ben, tu vendais à l'école, mais tu n'avais pas cette capacité parce que là, d'y aller, en fait. Et ton rêve était transformé en... C'est ça. Et je me disais, mais pourquoi eux, ils ont le droit d'aller à l'école et pas moi? Et ça, c'est des jours, ça me faisait vraiment pleurer toute petite. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas rentrer aussi à l'école, moi? Mais au passage, les beignets que tu vendais, tu en mangeais. Mais justement, je vais venir à ça. Ça me fait rire aujourd'hui. Les beignets, tu les vends, il faut ramener l'argent à la maison. Et tu avais l'obligation de vendre toutes les beignets pour rentrer. Donc, à la tu ne peux maison. pas dire qu'il y a un beignet qui a manqué, là. Justement. Donc, il arrivait des moments où tu ne peux pas supporter, tu manges. Mais qu'est-ce qui t'attend à la maison quand tu rentres? La chicotte. Tu te faisais vraiment tabasser, là, parce qu'il y a un beignet, il y a 2 beignets qui ont manqué. Et on était exposé à ça où moi, je voyais vraiment l'injustice de ne pas être allé à l'école. Mais on était aussi exposé à beaucoup de violence. Même les filles, je te dis. Parce qu'on allait dans des quartiers qui n'étaient pas fréquentables par des petites filles. Mais il fallait aller dans ces quartiers pour vendre ces beignets. et ramener de l'argent à la maison. Prendre de l'eau, aller puiser de l'eau, venir remplir des jarres à la maison. Et ça, dans cet endroit-là où on a été pendant plusieurs années, ça a fait naître beaucoup de douleur. Parce qu'on voyait l'injustice. On voyait le rejet, l'abandon, parce qu'il y a des moments, on sortait même avec des vêtements délabrés, déchirés. Surtout moi, la plus petite, je me rappelle des fois quand on se retrouvait avec mes 2 autres frères, on avait un manguier dans le quartier, c'était notre abri souvent, notre petit nid secret où on allait se retrouver. Et je voyais les autres, eux aussi, qui avaient mal, mais qui me réconfortaient parce que j'étais le petit bébé et j'étais la Benjamin de la famille. Donc, je me rappelle ma soeur qui me disait, t'inquiète pas, ça va finir. Les parents vont revenir nous chercher bientôt. Il y avait cet espoir-là qui restait. Il y avait l'espoir que c'est les seuls moments de tendresse, de câlin que je recevais du haut de mes 5 ans maintenant parce que un an était déjà passé. Ouais, 5 ans déjà, ouais, OK. Un an était déjà passé. Je grandissais dans cet environnement qui était un environnement toxique, je peux dire. Parce que pour un enfant qui naît, il a besoin d'une famille. Ouais, un enfant, comme l'a dit Jessie, un enfant, c'est fait pour être un enfant. Il n'est pas fait pour être un adulte. Donc, on a été confrontés vraiment à des choses. Quand je regarde, je dis aux gens, je disais à une sœur que j'ai été vide au Mégan. Chez nous, on les appelle vide au Mégan, les enfants placés et tout. Et quand elle me voit, je dis, mais pour une vie d'Omégan, tu as bien réussi. Hein, ouais. Ça veut dire que tu étais prédestiné à échouer. À rester. Parce que je n'ai pas été à l'école 5 ans, 6 ans, non. 7 ans, je n'ai pas été à l'école. 9 ans et 8 ans, je n'ai pas été à... J'étais à l'école, j'étais pratiquement 10 ans. Wow. OK? Pour la première fois, quand je mets les pieds à l'école, j'avais pratiquement 10 ans, 9 ans là, et plus. Tu es la tantille de la classe. Là, exactement. Et là, ça venait d'une décision, d'une révolte de mes frères, parce qu'ils se sont dit, on n'a pas eu l'opportunité d'y aller à cause de telle Y raison, mais elle, la Benjamin, on va se battre pour qu'elle aille à l'école. D'accord. Jackie, moi, je vais aller un peu plus loin. Et cette promesse des parents, est-ce qu'ils l'ont finalement tenue ou pas? De revenir. Oui. Oui, vous cherchez. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais plusieurs années sont passées dans cette maison, OK, en griffe, cette maison vraiment du drame,
où c'était vraiment douloureux. Quelques années plus tard, un jour, parce que cet espoir-là, on le caressait à tous les jours. En fait, ça va être l'élément qui vous maintient et chaque ça nous jour. maintenait, on se disait, l'espoir au bout. L'espoir au bout. Mais est-ce qu'il y avait une communication avec les parents entre Mais pas vraiment. À l'époque, tu te rappelles, Ouais. je parle de quand, là? Ouais. OK? Loin, derrière, il n'y avait même pas de téléphone là où on habitait, là. OK? C'était vraiment une maison de fortune. Ouais. Du coup, un jour, on arrive, mon tuteur rentre du boulot et puis il dit qu'il avait une bonne nouvelle pour nous. Ah, En tout cas, la nouvelle était bonne pour nous, vous, ouais. mais pour eux, pas, parce que le personnel domestique allait partir. Donc, c'est comme ça, un jour, on reçoit l'appel. Ah, vos parents ont envoyé le message, le transport, vous devez partir. Non. Mais ce jour-là, c'était un des plus beaux jours de notre vie. Moi et mes frères, on était super excités. Un bon petit vent frais. Yes! On se disait, mais on est libre. On était comme des esclaves. On était comme des prisonniers. On voyait la liberté au bout du couloir, en fait. Donc, la nouvelle est arrivée. Effectivement, nos parents, à l'époque, je peux le dire, je suis fière de mon parcours. Nos parents étaient allés en Côte d'Ivoire, ont quitté le Togo-Bénin pour la Côte d'Ivoire. Donc, finalement, oui, le moment était venu de partir. Je voyais la joie qui nous animait, mais de l'autre côté, c'est la tristesse parce qu'on partait. Et finalement, oui, on est parti rejoindre nos parents. En tout cas, moi et ma sœur, mon autre frère, lui, il est resté, mais ma sœur et moi, on est partis rejoindre les parents en Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment un moment inoubliable de retrouver ses parents, ses deux parents, dans ce beau pays, un nouveau pays. Je me disais, j'allais retrouver le nid familial que j'avais avant. Voilà, Mais la quand princesse. tu retrouvais tes parents, tu avais réussi à commencer l'école ou pas? Pas du tout. Non, je suis restée dans cette maison sans aller à l'école. OK, donc c'est une fois avoir retrouvé Rejoint les parents, oui. donc autour de 9-10 ans, Exactement. qu'on va maintenant aller à l'école. Absolument. J'ai rejoint mes parents. Écoute, là, c'est là-bas, en Côte d'Ivoire, pour la première fois que je mets pied à l'école. Oui. Donc, c'est ça. Et quand je retrouve mes parents, c'était la joie de retrouver les parents et tout, qui avaient essayé de faire leur petit chemin quand même, essayer de s'installer. Ils ont fait ce qu'ils ont pu là-bas et tout. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Parce que, tu sais, quitter chez toi, aller à l'étranger, vouloir bâtir quelque chose, ça prend aussi du temps. Donc, les parents, ils essayaient de faire le peu qu'ils pouvaient. Ma mère qui avait trouvé du travail, mon père aussi, grand cuisinier. Ceux qui savent que je suis cuisinier, je tiens cette passion de mes parents, mon père. Donc, il était un grand cuisinier dans un des plus grands hôtels de la Côte d'Ivoire. Il travaillait vraiment comme cuisinier. Ma mère aussi se battait beaucoup. Une femme très battante. Et puis, j'ai retrouvé mes parents. J'étais toujours à la maison. Okay? Mon rêve d'aller à l'école, en tout cas, il fallait aller à l'école, mais je retrouve mes parents dans une situation financière qui était quand même pas stable. OK? Et il y avait aussi des problèmes conjugaux entre papa et maman cette fois-ci. C'est un nouveau terrain. Ouais. Donc, je reconnecte avec mes parents. Je me dis, ils m'avaient abandonné, je les retrouve. Mais je ne savais pas que devant, j'allais en compagnie de mes parents. Donc, quelques temps après, on voit que la situation de couple entre les parents, ça ne va pas. Mes frères, ils ont grandi, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. L'école, vraiment, il n'y a pas eu vraiment moyen d'aller vraiment à l'école. Donc, mais les frères et les sœurs ont choisi des métiers. Ils ont commencé à apprendre des métiers. J'étais la toute petite qui était à la maison. Donc, tellement les parents avaient des problèmes, ils ne s'entendaient même plus. Mon père, lui, décide comme ça que, écoute, finalement, toi, tu n'iras pas à l'école. Va aussi chercher un métier à apprendre et puis après, tu vas te marier. Tu es une fille de toute façon. Et puis ça, ma mère et mes frères, ils n'ont vraiment pas bien accueilli ça. Ils se sont dit, non, là, il y a quelque chose à faire. Nous, on n'a pas eu l'opportunité d'y aller, d'aller vraiment... Mais elle, on va se battre. Il faut faire quelque chose pour qu'elle puisse aller à l'école. Et c'est comme ça, ma mère, elle faisait le restaurant, la restauration. Elle travaillait aussi comme femme de ménage des fois chez les gens. Et c'est comme ça, elle et mes frères, mes deux grandes sœurs et mon frère aîné, ils se sont mis ensemble un jour. Ils ont dit, l'école primaire du quartier, là, on va aller prendre tous les renseignements. Même si elle a 9 ans, presque 10 ans, là, elle va être la douane de la classe. On décide, on s'en va prendre des renseignements. Et moi-même, pendant ce temps, quand je traînais dans le quartier, toute petite, je voyais les petites aller à l'école, tout ça, et puis je disais... Donc, je suivais des fois les petits à leur sac à dos qui allaient à l'école. J'allais guetter l'école où ils rentraient. Je visualisais. C'est comme si je visualisais. Plus tard, j'ai compris que c'était de la visualisation. Je visualisais. Moi aussi, je veux porter les tenues, là.
je vais rentrer. Et c'est comme ça, le jour où ils viennent m'apprendre que, mais tu vas à l'école. Tu commences, j'ai dit, quoi? C'était un des plus beaux jours de ma vie. Et c'est comme ça, ils m'achètent le sac à dos, me fait faire la tenue, j'étais grosse. J'étais tellement grosse que quand tu rentres dans la salle, tu vois des enfants, et puis tu me vois ici. Ouais, tu vois, est-ce qu'elle est institutrice en préparation, là? Ouais. Donc, ça venait aussi avec tout l'humiliation que ça prend, tout prendre, et puis tu es avec des petits, donc, tu vois, quand on dit... Et surtout que c'est maintenant que tu commences, donc ça... Écoute, je sais à peine parler français. Tu sais, le français ivoirien, le nouchi, j'avais juste ça à la bouche de petite fille de 9 ans. Donc, il fallait tout apprendre à cet âge-là. Et ça n'a pas été facile parce que l'intégration dans l'école, dans les classes, et écoute là, c'était vraiment pas facile. Il y en a qui te regardaient avec des yeux, des moqueries, plein de choses. Mais moi, au fond de moi, j'avais une détermination. Je savais que j'ai toujours rêvé d'aller à l'école. Et Dieu me donnait l'opportunité d'y aller. Je ne venais pas pour blaguer. Et ça a fait que j'ai vraiment évolué. J'avais comme du temps à rattraper. Donc, quand j'ai juste catché le truc, l'apprentissage, écoute, j'ai commencé à évoluer. Vraiment, CP1, comme tu veux, là, en Côte d'Ivoire, comme on dit, CP1, CP2, tout ça, là. Je ramassais ça très rapidement. Ouais. Et puis, c'est comme ça, j'évoluais. J'ai eu mon CEP. J'ai le CEP, je suis rentrée en 6e et tout. J'ai fait le BEPC. Alors, avant même que j'en arrive là, à un moment donné, mes parents étaient séparés. OK. Donc, finalement, ça n'a pas marché définitivement. C'est ça. Puis les parents étaient séparés parce que mon papa a choisi d'aller prendre une autre femme à l'époque, là-bas et tout. Donc, maman se retrouve seule et les frères et sœurs qui étaient là. Elle fatiguait un peu trop. Hein? Exactement. On ne sait pas. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Tu as acheté mon idée. Je ne peux pas trop rentrer là-dedans. C'est des choses d'adultes. Hein? Ouais, d'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, j'étais dans cette famille d'accueil. J'ai retrouvé mes parents pas pour longtemps. Ils sont encore séparés. Et puis, toutes ces choses-là étaient vraiment dans la petite fille. Tout ce que j'ai vécu en termes de rejet, d'abandon, on m'avait laissé, l'humiliation. La maltraitance, les violences. Les violences. On allait dans des quartiers où il y a des adultes qui te disaient, rentre dans la chambre, petite fille de 5 ans. Viens ici, prêt à gagner la braguette. Donc, tout ça, c'était des traumas, en fait. C'était des traumatismes. Et puis, écoute, j'ai vu tellement de choses quand on était exposés dehors. Donc, en grandissant, je sais, j'avais une rage de réussir. J'avais une rage de... Déjà. Oui. Pour la réponse à ça, déjà, oui. Oui, j'avais une rage de réussir. Je me disais, mais il faut que je réussisse. Et mon BEPC, je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Mes parents étaient séparés. À un moment donné, chacun de mes parents, ils ont trouvé un chemin. Ils se sont retournés au pays. Les parents se sont retrouvés? Plus tard, ils se sont retrouvés et ils sont retournés au pays, sont revenus. Ah, non, mais ça c'est quand même une belle partie, là, de dire, bon, on était dans le mouvement, on a quitté un pays A d'un pays B, on s'est séparés, mais après on s'est remis encore. Ils se sont retrouvés ensemble. Ça, c'est important quand même. Oui, c'était une bonne partie de la chose, mais nous, on grandissait déjà, tu sais, les enfants où les parents ont des problèmes, souvent on prend position, on est fâché. Ouais, donc même s'ils reprennent, voilà, la vie c'était une joie pour nous, mais c'est pas pour nous, forcément. Ça avait laissé déjà des marques. Trop de marques, en fait. Donc, ils sont repartis. Mais moi, j'évoluais. Donc, j'ai évolué jusqu'à... J'avais eu mon BPC à Abidjan. Même le premier amour, j'ai connu à Abidjan. C'est ça. Donc, j'ai eu mon BPC et j'avais mon BPC au moment où il y avait la première crise ivoirienne. C'est ça. Et là, il fallait encore partir. OK. Donc, il fallait retourner. Donc, il fallait retourner encore au Togo après. Il fallait retourner au Bénin. Au Bénin, pardon, excuse-moi. Il fallait retourner au Bénin. Donc, j'avais mon BPC en poche. Et puis, là, je laisse tous mes amis, tous les camarades. Ouais. C'est avec la nouvelle vie qu'on a commencé à refaire. Oui, l'amour, tout. Je laisse tout derrière encore pour revenir. Pour moi, t'as laissé ton petit gars. C'est triste. Le premier amour a été trouvé même là-bas pour dire que ma vie, quand je grandissais, à partir du moment où j'ai mis les pieds à l'école et tout, je construisais tout, c'était là. Ouais. Donc, c'était pas une ligne droite, il fallait dealer avec ça, les inconforts. C'est comme une montagne russe, on allait... Il y avait plus de douleur que de moments de joie. C'est ça. Mais ces douleurs, ce que je peux dire à quelqu'un, ces douleurs, pour moi, ne m'ont pas brisé. Au contraire, ça m'a permis de développer ce que j'appelle la rage de vaincre. Au-dedans de moi, j'avais toujours rage. Je vais utiliser le terme de Audrey Ninka. Tu as une saine colère. Une saine colère au-dedans de moi. Ça fait que quand j'allais à l'école secondaire, avant de faire le BPC, on me prenait pour un homme,
un garçon, là. Ouais, genre un Ouais, garçon raté. C'est ça, garçon manqué. Ouais. Mes cheveux étaient courts, je portais des choses de garçon. Prêt à foncer, là. Prêt à casser la gueule, prêt à tout casser. En fait, je t'ai dit, donc j'avais cette rage, donc dans cette douleur. Prêt à casser la gueule. Il y avait trop d'injustice, en fait. En fait, j'essaie de me faire une image mentale de cette fille-là qui est en culotte, cheveux coupés, Non, pour la casser la gueule. Non, sérieux, je portais les gros badges, les gros bas def et tout à l'époque. Mes cheveux coupés et puis vraiment prête à foncer et tout. Et... Oh, mais ça peut peut-être révéler ce sentiment de... cette position de rage. La rage. Ça exprimait ce qui était au fond de moi. Tu es prêt à exploser à tout moment. Yes. Ouais. Et puis, j'étais devenue un peu rigide avec la vie, avec moi-même aussi. Je disais que j'avais pas droit à l'erreur. Je veux pas décevoir mes frères, ma mère, ceux qui se sont battus pour que je puisse aller à l'école. C'était une opportunité pour moi. T'en voulais à ton père? Il y en avait cette colère-là. Parce ta que mère j'étais... aussi? Oui ou non, mais plus au père, parce que j'étais la princesse de papa. Ok. Tu imagines, pour moi, tu es mon père, je suis ta princesse, tu vois. Il y a un petit surnom chez nous, on dit Papa Seron. Ça veut dire la chérie de papa. Ok. Et moi, j'étais la chérie de papa. Ouais. Mais tu es où maintenant? Tu m'as laissé, tu es parti. Ok. Mais après, quand tu regardes derrière, tu te dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. OK? Donc, ça fait que j'évoluais avec une sainte colère. Je te dis, tellement j'avais la rage, quand je suis revenue au Bénin, je suis rentrée en seconde. En classe de seconde. J'avais 3 ans pour préparer mon bac parce que pour moi, je devais aller à l'université. Fallait régler ça, là. Oui, ça, je devais aller à personnel. l'université. J'avais 3 ans pour préparer mon bac, mais tellement j'avais la rage, là, j'ai fait mon bac en 2 ans. C'est-à-dire, seconde, j'étais rendue en première, on me donnait l'opportunité de préparer mon bac en première. Wow. Je dis, je prends. Cette main tendue, je la prends, je la saisis. Donc, du coup, j'allais en journée faire mes cours de classe de première. C'est ça. Je faisais la première A2, donc c'était Histoire, Géo, les langues vivantes. Donc, j'allais en journée et le soir, j'étais en cours du soir. Mon argent de poche que mon tuteur me donnait, je prenais pour payer des professeurs privés. Au lieu de prendre cet argent pour m'acheter des boucles d'oreilles, je payais parce que je voulais avoir mon bac très vite pour rentrer à l'université. D'accord. Jackie, pourquoi on se retrouve? Donc, tu retournes avec tes parents. Je retourne. Vous retournez en fait au Bénin. Eux, ils sont retournés avant moi. D'accord. Moi donc j'ai commencé. Tu restes en Côte d'Ivoire. Oh, oui. Avec ton petit chéri. Pas du tout. D'accord. Mes frères. Ah, ok. Rappelle-toi. D'accord. J'étais là-bas et mon frère est né, mes 2 grandes sœurs. D'accord. Donc, les parents retournent et mais c'est vous qui eux, ils restez sont là-bas. là. Donc, eux, ils sont devenus mes tuteurs. D'accord. Oh, donc c'est en Côte d'Ivoire que tu continues? Absolument. Ok, donc tu n'as pas suivi les parents. Ok, d'accord. J'ai pas suivi les parents. D'accord. Moi, quand les parents partaient, j'étais encore dans le processus d'aller à l'école. D'accord. Donc, j'ai fait tout le primaire. Je suis rentrée maintenant en 6e, 5e, 3e, etc. J'ai fait tout le processus, mais les parents étaient revenus. C'est ça. OK? Donc, quand mon frère, lui aussi, l'aîné, il était celui qui prenait les décisions et puis les sœurs étaient d'accord avec lui. C'est ça. Lui, à un moment donné, lui, il a fait son métier, il était bien avancé. Lui aussi décide de rentrer. OK. Donc, lui décide de rentrer. Et lui, comme j'étais vraiment son bébé, il voulait vraiment que je réussisse. OK. À un moment donné, quand j'ai eu le BPC et puis il y avait la crise ivoirienne à l'époque avec Guy Robert et autres, OK. il m'a dit, écoute, tu as eu ton BPC, il faut que tu rentres. La situation en Côte d'Ivoire n'est plus bien. Tes sœurs sont mariées, elles sont dans leur foyer, mais il faut que toi, tu rentres. Et c'est comme ça, après mon BPC, je rentre au Bénin pour reconnecter avec le Bénin. OK. Exactement. Après le BPC. Exactement. Donc, quand je rentre au Bénin, évidemment, je ne vais pas à les parents parce que les parents, leur situation ne leur permet pas de me prendre en charge. Donc, mon frère aîné devient encore mon tuteur. Il me récupère. OK. Donc, tu vis avec ton frère maintenant? Je vis avec mon frère. Il avait une situation. BPC en poche. BPC en poche. J'ai dit, la prochaine étape, c'est la seconde. Okay. Donc, lui, il était marié. Maintenant, il avait son foyer, il avait sa maison, son boulot. Il dit, OK, donc tu restes avec moi pour continuer tes études jusqu'à avoir ton bac. Donc, c'est avec mon frère que je suis restée. Mais la rage, au fond de moi, était toujours alimentée. Je voulais vite faire cette affaire de bac. On dit bac. Dans ma famille, quelqu'un doit avoir le bac. Le bac, OK. Et tu es cette personne-là. Exactement. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai été inscrite par la grâce de Dieu. Et mon frère, qui a vraiment été d'une grosse aide, il m'a inscrit dans une école privée. Grâce à Dieu, vraiment. Vraiment, il s'est occupé de toi, là. Oh, franchement, là, je le dirai pas à tous, c'est mon papa. D'accord. Merci beaucoup. Et lui, il m'inscrit à l'école privée parce qu'il veut vraiment que je réussisse
avec excellence et tout. C'est ça. Mais là, on a compris que tu as eu l'opportunité de passer ton bac plus tôt. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Je passe mon bac plus tôt. J'ai validé le bac. Maintenant, il fallait aller à l'université. Moi, mon rêve à l'époque, quand je grandissais, je voulais être hôtesse de l'air. Pourquoi? Parce que j'adorais l'outfit des hôtesses de l'air avec le trolley. Et c'était tellement beau. Et puis, je rêvais de ça et tout. Donc, j'ai mon bac en poche, mais il n'y a pas d'école d'hôtesse de l'air à Cotonou, au Bénin. D'accord. Donc, il fallait choisir autre chose pour le moment. Et c'est donc, comme ça. tu choisis un autre métier parce qu'il n'y avait pas d'école d'hôtesse. Il n'y avait pas d'école d'hôtesse. Et puis, il n'y avait pas ces moyens-là pour que j'aille à Dakar. À l'époque, je pense que c'était à Dakar pour faire ça. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Il fallait choisir une autre filière et je choisis d'aller faire le droit. Ah. Et je rentre à l'université. Donc, de ton rêve d'hôtesse, on se voit en train de faire le droit. Le droit. Je rentre à l'université, mais le droit aussi, j'ai compris plus tard pourquoi. Parce que j'avais tellement vécu d'injustice. Je voulais aller reprendre le droit pour défendre cette fois-ci les enfants. Pour défendre l'injustice, c'est ça. Oui. D'accord. Jackie, donc on va voir ça tout à l'heure. Oui. On va défendre l'injustice, mais on veut savoir comment ça se fait que tu arrives au Canada. Très bien. Bon, là, on a laissé son petit copain en Côte d'Ivoire. On retourne au Bénin. On a la rage de vaincre. On est à fond dedans. On veut tout ramasser. Mais à un moment donné, on a eu des enfants. Donc, on veut savoir après à quel moment on a les enfants et comment se fait qu'on arrive au Canada. Et ça dit, nous, on veut arriver au stade où aujourd'hui, tu dis, écoute, je me sens légitime. Je l'ai vécu. Je peux me mettre à votre place. Je peux ressentir ce que vous avez ressenti parce que ces frustrations, je suis passé également à travers. Exactement. Sans protocole ni flafla. Let's go. On se revoit tout à l'heure. Yes. J'ai posé la question à notre association, à la communauté, mais tiens, nous en tant qu'immigrants, qu'est-ce qu'on apporte à notre pays d'accueil? Nous avons une bonne intégration, mais quelle contribution on va donner à notre pays d'accueil? Donc je leur ai posé la question, je leur ai dit de donner des propositions, des suggestions. Ils m'ont dit, mais Zamblé, c'est toi qui es le président, va réfléchir et puis apporte-nous des propositions. Alors, nous voilà de retour pour la dernière partie. Alors, Jackie, donc, aujourd'hui, dans ce temps, tu es à l'université, tu as fini l'université. On a fini l'université, n'est-ce pas? Non, on rentre à l'université. On rentre à l'université. À défaut de faire hôtesse de l'air, on rentre à l'université de droit. C'est ça. Je commence l'université, une année, je fais le droit. Et deuxième année, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'université, problème de maladie et tout. Et mon frère décide de m'inscrire maintenant dans une autre filière, plus professionnelle. D'accord. Maladie, tu étais malade, Jackie? Oui. OK. Oui, donc, la santé fait que, bon, regarde, on va dans une filière. Parce que je vivais à la résidence universitaire où les conditions n'étaient pas forcément les meilleures. C'est ça. Il m'a dit, bon, tu reviens à la maison, je t'inscris dans une filière parce que la carrière à l'université elle est longue et tout. Au lieu d'aller jusqu'à attendre une maîtrise pour avoir un job, parce que financièrement aussi, c'est pesant. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Je suis inscrite. On va attraper un métier rapidement pour intégrer le monde professionnel. Donc, c'est comme ça, on m'inscrit dans une école professionnelle, la haute école de commerce de management, pour faire la communication. La communication. Donc là, je n'avais pas laissé tomber le droit. Je faisais le droit en cours du soir, mais en journée, j'allais étudier la communication d'entreprise pour sortir, avoir un job dans une entreprise rapidement, être autonome financièrement. C'est ça. Donc, c'est lorsque je faisais mes études de communication d'entreprise à Cotonou, et c'est sûr que financièrement, c'était assez chaud à l'époque et tout. Et à un moment donné, il y avait une autre situation qui fait que je ne pouvais plus vivre chez mon frère. OK. En plein milieu de préparation de mon diplôme. Je me retrouvais maintenant chez une sœur. Et c'est encore une autre situation qui était douloureuse pour moi pendant que je préparais mon examen final et tout. Je me suis retrouvée chez une sœur. Et avec cette sœur-là, les soirs, on sortait pour quand même changer les idées parce que la vie était vraiment difficile. On vivait dans une petite maison avec ma sœur, son enfant et tout. C'est difficile. Et un soir, comme ça, on est sortis. On a répondu à une invitation d'un ami à ma sœur. Et ce soir-là, je rencontre celui qui va devenir mon mari. OK? J'étais vraiment dans des conditions... J'étais encore en train de me chercher, finir mon truc et tout, mon diplôme et tout. C'est comme ça que
je rencontre celui qui va être mon mari. C'est comme ça, rapidement. Une jeune fille, j'avais même pas 25 ans encore. Je commence cette relation. En quête de repères, on va dire? En quête de repères, parce que j'avais perdu mes repères, j'avais tout perdu, mon ancrage. Et puis, je rentre dans ce couple, pas préparé. J'avais même pas de modèle de réussite en termes de couple. OK. Le vent, ça dit que là où le vent t'emmène, ben, voilà, comme une feuille, quoi. Et c'est comme ça et là, ce vent t'a soufflé vers cette situation. Exactement. Je rentre dans ce couple. Et puis, ben, je vois que quand même la personne a une condition, tout ça. Ben, et moi, toute petite, j'avais toujours rêvé d'être épouse. Je savais que je devais être... Tu étais préconditionnée. De toute façon, tu vas te marier. Là. Je savais que je devais être une épouse. Je devais être une femme au foyer, avoir des enfants. Donc, quand je rentre dans ce couple-là, j'ai dit, mais OK, peut-être c'est le temps. OK. Et bien, rapidement, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Les parents ont dit, OK, ben, la dot doit être faite. Tout ce qui doit être fait, doit être fait. Et c'est fait. Et je rentre au foyer. Je rentre au foyer. Je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas à l'entame, quand on est blessé, mais on blesse. On attire qui on est dans notre vie. Donc, moi, avec toutes ces choses que j'ai vécues, donc, il y avait vraiment un conteneur de séquelles de mes blessures. Tu es rentrée au foyer, donc, je rentre au foyer. Tu n'es pas rentrée simple, tu es rentrée chargée. Exactement. Donc, les premiers mois étaient beaux parce que j'étais une jeune frêle fille. Fragile. Oui, j'avais juste toujours appris qu'il faut être soumise au point de s'oublier. J'avais zéro confiance en moi. J'étais juste... Là, il fallait obéir. Mais ça, je pense que quand on est dans une relation, l'autre finit par le ressentir. Exactement. Et justement. donc, à un moment donné, il va prendre le lead l'autre a pris dessus. ça comme une faiblesse parce que la nature a horreur du vide. Et c'est comme ça. Avec mon diplôme en poche, mes études de droit, je rentre dans un foyer où je me rends compte que je ne pourrais pas travailler. Il fallait juste être madame au foyer maintenant. Juste à pondre les enfants. Tu n'avais pas le droit de sortir d'ici. Parce que l'autre que je suis venue prendre dans ma vie ou qui m'a pris dans sa vie avait aussi un vécu derrière. Il avait aussi un gros vécu. Donc, chacun a son... Il venait de sortir d'une relation où il avait une méfiance vis-à-vis des femmes. Donc, toute femme qui était au foyer, qui travaillait, était infidèle. Donc, j'étais comme celle qui devait juste rester au foyer et faire les enfants. Disons que ça commence mal, là. Ça commence. Écoute, j'ai commencé. Premier enfant, ça... Ou ça continue mal, ou ça commence mal. Moi, je vais te dire que ça continue mal parce que quand je fais la lecture de mon enfance, j'ai vu qu'il y avait toujours un recommencement de drame. OK? Et c'est ce foyer-là, c'est dans ce foyer chaotique où je me suis retrouvée finalement avec 3 enfants. J'avais toujours au fond de moi qu'il y avait le meilleur devant. Même s'il y avait des moments difficiles. Déjà, le droit qu'on a manqué, l'hôtesse de l'air qu'on a manqué. Donc, il y a quelque chose. Slipping. Oui, c'est ça. Donc, et c'est dans ça que l'opportunité de venir au Canada se présente. Et à cette époque-là, mais écoute, il était ouvert. Mon mari n'avait pas été ouvert à ça. Et c'est comme ça, il a contribué financièrement. Moi aussi, avec tout mon intellect, tout ce qu'il fallait. Qui avait fait la recherche? Moi. Qui allait sous ces nouveaux... Ça, c'est moi qui avais vu l'opportunité. Puis j'ai dit, mais écoute, voici une opportunité pour nous. Fait qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas éteint, là. Non. Ça dit, on va dire, c'est un feu qui a du charbon, comme on a de la cendre dessus, mais en dessous, il y a quand même je sentais toujours que je méritais mieux. Je sentais toujours qu'il y avait mieux pour moi. Donc, quand j'ai vu cette opportunité, et je peux te dire d'où vient même cette niaque d'avoir saisi l'opportunité. J'aime bien ça, cette niaque. Un jour, je reçois un monsieur à la maison, un monsieur qui est un peu dans les sciences, des gens qui sont des visionnaires, qui voient. Les sciences occultes, t'as pas dit? Oui, peut-être ça, ou bien les sciences endogènes. Ou en tout cas, il voit un visionnaire. Il voit un visionnaire. Le monsieur, il rentre chez nous un jour et puis il me regarde, il dit, mais je vous vois dans un pays très lointain. Et puis, comme on dit, là, j'arrache la prophétie. C'est qu'il a senti ça. Il a vu ça. La vibration. Il y en a qui ont cette capacité. La vibration que je dégageais, il a senti. Il voyait mon étoile très loin dans un pays lointain. J'ai arraché ça. Et puis, je me suis accrochée. Quelques temps après, je vois l'opportunité du Canada. Je fais toutes les recherches, je recherche tout ça, tous les critères. Et puis, je présente ça à monsieur. Écoute, on a l'opportunité d'aller s'installer au Canada pour que nos enfants puissent grandir. Pour être capable d'avoir les meilleures conditions pour aller à l'école. C'est ça. Donc, malgré la condition du mariage, ou peut-être les éléments qui te manquent, mais on a quand même un rêve ensemble. Exactement. Surtout de dire, ces enfants vont donner l'opportunité. Exactement. Donc, ça va faire qu'ensemble, on se... Exact. On s'est mis ensemble parce que on reste solidaire sur quand je regarde mon enfance, je ne voulais pas que mes enfants aient cette enfance-là. C'est ça. Donc, j'ai vu quelque chose qui va faire que ça va encore comme bonifier leurs conditions. C'est ça. Et c'est comme ça, monsieur... Il a vu le rêve commun, il embarque, on fait toute la paperasse, tout. Je vous passe les détails de toutes les difficultés qu'on a vécues en faisant ce projet, mais il y avait comme une détermination. Et c'est comme ça que
on atterrit au Canada avec nos 3 bouts de chou. C'est ça. On atterrit au Canada. Mais n'oublie pas que c'était toujours la Jacqueline blessée, frustrée, victime de violence. C'était toujours là. Prête à tacler, là. Oui, il y On va répondre à tout. il y avait toujours cette blessure dedans. Il y avait cette insatisfaction, ce malaise, OK? Et je ne savais pas comment mettre les noms là-dessus, sur ce qui n'allait pas. Donc, c'est comme ça, arrivé au Canada. Tu sais, les conditions ici, ça devient encore plus... Le stress, et de nouvelles conditions de vie, un nouveau cadre de vie, le travail qui ici. vont aller amplifier. Ils vont aller comme réveiller. C'est ça, ces blessures enfouies. Enfouies en moi. Donc, je me retrouvais, il fallait travailler dans l'hiver, le métro. Il y avait d'autres difficultés qui sont venues comme réveiller toutes ces douleurs-là. Et avec toutes les blessures aussi emmagasinées dans le couple, ça faisait que le chant était comme pas facile à vivre. C'est ça. Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? La goutte d'eau qui a fait... Je ne rentre pas dans l'histoire du couple, là. Je ne sais pas c'était quoi le truc, mais c'est quoi la goutte d'eau qui fait que, bon, regarde, là, il faut comme on le dit, il faut qu'on coupe igname, il faut qu'on se sépare, là. Oui, c'est parce que, à la limite, à l'époque, on trouvait qu'il n'y avait que moi qui devais aller travailler. Et que monsieur devait, c'est moi qui devais aller travailler pour amener l'argent parce qu'on a investi pour faire le voyage, on a investi pour faire ci, maintenant il fallait que je rembourse. Et donc, du coup, j'allais être celle qui amenait la manne à la maison. J'ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Et là, je voyais que je ne vivais pas. Alors, si tu permets, Jackie, ça c'est révélateur. Hein. Vous voyez, on vit en Afrique, on a des conditions. Exactement. Dans le cas de Jackie, mais c'est monsieur qui travaillait, qui avait une condition assez tranquille, favorable, confortable. Et Jackie dit, ah ben tiens, le gars, il a déjà tout. Pourquoi pas? Oh, je rentre dans le nid. Exactement. J'ai pas de plan, c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis fait pour être une épouse et faire des enfants. Exactement. À part que quand on arrive au Canada, monsieur voit les efforts parce que... Tu sais, on ne sait pas d'où il vient sa formation, c'est quoi les opportunités. S'il n'y en a pas, là, il faut mouiller le maillot. Le gars n'a pas envie de mouiller le maillot. Il faut ramener de l'argent. Pour lui, c'était un investissement d'avant envoyer sa famille. Exactement. Donc, écoute... Et c'est ça, il avait investi, mais là, maintenant, il fallait payer. C'est ça. Et au point où même les prestations du gouvernement, que le gouvernement donnait pour les enfants et tout, il y avait un cahier, un bic là-dessus, en fait. C'est ça. Quand ça rentrait... Alors, ça, c'est comme Jackie l'avait dit, c'est-à-dire, on a un monsieur qui lui aussi part d'une relation blessée et qui pense que les femmes, c'est pas fiable. Pour commencer. Définitivement. Mais comme il avait les moyens de sa politique, personne n'en parle. Absolument. Maintenant qu'il n'a plus ces mêmes moyens, il va chercher à comment on appelle ça, contrôler son élément qui au départ aussi n'avait pas de plan, qui se disait, de toute façon, je suis fait pour être femme au foyer. Mais à part qu'au Canada, à un moment donné, femme au foyer, mari blessé, pas blessé, et il faut mettre de quoi sur la table. Ah oui. Et c'est là que ça va commencer à être un peu bizarre. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est là que ça va se C'est poser, là où ça a commencé vraiment à devenir très douloureux. D'accord. Tu vois le fait que l'argent que le gouvernement verse, il y a un cahier là-dessus. Quand tu sors 5 francs, quand tu rentres le soir, lettre d'explication. Pourquoi est-ce que j'ai dépensé 5 francs? Ça doit être tough, hein? C'était difficile. J'ai pris un $20, il va falloir que j'explique ça à toi. Exactement. Au point où moi, mais j'étais très débrouillard, tu vois, de par mes parents très débrouillards. Je savais tresser. Donc, quand j'arrivais, je tressais. J'avais déjà trouvé des marchés de tresse et puis je rentrais un peu d'argent. Même cet argent que je rentrais, il fallait qu'il y ait un compte. Il faut que tu fasses le point, quoi. Au point où il y avait un compte conjoint, tout devait rentrer là. Le jour où j'ai décidé d'ouvrir mon compte personnel, la bagarre arrive. Depuis quand toi, tu sais qu'il faut ouvrir un compte personnel? Ouais. Donc là, tu as des projets derrière. Et c'est fini, il n'y avait plus de paix dans la maison. À un moment donné, je devenais dépressive. J'arrivais au boulot en pleurant. Okay. Et là, j'ai une dame un jour qui m'a dit, Jacqueline, ce que je vois là, je suis qu'à la maison, ça ne va pas. Et si tu ne sais pas faire, il y a une structure qu'on appelle la DPJ qui va te prendre tes enfants. Oh. Et quand j'ai entendu prendre mes enfants, j'ai dit jamais. J'ai été un enfant placé, mes enfants ne seront pas placés. Je suis prête à déchirer tout le monde pour avoir mes enfants avec moi. C'est comme ça, je me suis renseignée, on m'a dit, mais voici les aides possibles qui existent. Je remercie le Canada pour ça. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision un jour qui était difficile, parce qu'aucune séparation n'est facile. Je voyais mes enfants qui étaient meurtris, ils voyaient leur maman souffrir. Même peut-être aussi leur papa souffrir, parce que chacun a sa dose de souffrance. C'est ça, bien sûr. Et ce n'était plus un environnement propice pour que les enfants grandissent comme je l'aurais souhaité. Alors, si tu permets, Jackie, alors là, le piège dans ça, c'est de dire, on va faire l'effort de rester ensemble pour les enfants. Oui. Mais chaque dispute, chaque frustration, chaque mal parlage, si on peut le dire ainsi. Exactement. Mais c'est un
coup de poignard qu'on envoie aux enfants. Aux enfants, au point et ça, Jessie l'avait dit, c'est-à-dire un enfant blessé, mais c'est dès l'instant où, il existe en tant que personne. Au point où moi, mes enfants devenaient révoltés aussi. Déjà. À l'école, ils étaient même plus productifs. Ils frappaient les gens à l'école. J'étais tout le temps appelée à l'école. C'est comme cette rage. Il y avait une rage, mais pourquoi mes parents... Une rage héritée. Au point où, oui, héritée, justement. Parce que moi aussi, j'étais en rage quand je voyais mes parents se disputer, right? Mais à un moment donné, je me disais, il fallait que ça s'arrête. C'est ça. C'était tellement dur au point où mon fils aîné m'a regardé un jour pour dire, maman, moi, je ne vais jamais me marier. Ouais. Est-ce que tu comprends? Ouais, donc, ça. je mourrais au-dedans, mes enfants mourraient, peut-être monsieur aussi. Il y avait une décision à prendre. Elle était difficile, mais à un moment donné, j'ai dit, OK. J'avais un boulot encore à l'époque, les $11 dont je t'ai parlé au début. Et je voyais le loyer, tout ça. Je dis, mais je m'en vais quand même. Et c'est comme ça que je me suis choisie. J'ai choisi mes enfants. OK. Je me rappelle comme c'était hier. C'était un dimanche à 14h. J'appelle un taxi. Je n'avais même pas l'argent pour prendre Non. Je n'avais même pas pris grand-chose. J'ai juste pris mes enfants. J'ai dit, écoute, ce n'est pas la guerre. Les enfants ne sont pas loin. Ce sont tes enfants légitimes. À tout moment, ils sont là. Tu peux les voir, mais je dois partir, sinon je meurs ici. Ouais. Et c'est comme ça que je suis partie. Ça n'a pas été facile. Ça prend du courage, hein? Oh, ça prend du courage. Ouais. En pleine journée, en présence de la personne. Parce que je connais des gens qui vont partir quand la personne n'est pas là. Mais c'était en présence de la personne. Mais c'était la quête de survie, de vivre. Et surtout, ne plus mettre mes enfants dans cet environnement qui était toxique pour moi-même. Ouais. Et c'est comme ça que je suis partie. Ça n'a pas été facile, je vous ai raconté au début. Tout ce que j'ai pu endurer avec des enfants, avec mère monoparentale, en divorce, sans pension alimentaire, $11 de salaire. C'était difficile. Et j'avançais avec mes enfants. J'ai même créé, pour ceux qui savent, j'ai une association ici. Et l'association est née dans cette période de douleur-là. Ben, j'ai senti que j'avais besoin du monde autour de moi et j'avais besoin aussi de me sentir utile. Parce que on me disait dans le foyer que moi, j'étais capable de rien. Parce qu'on me l'avait dit dans mon enfance. Que moi, en fait, j'étais juste là, je devais faire les enfants rester au foyer. Donc tu as fini par l'absorber, là. Oui, j'avais absorbé. Ça fait un auto-sabotage et ça a duré terrible. presque 14 ans. J'avais absorbé que je n'étais pas capable. Alors que j'avais un BTS en poche. J'avais étudié la licence, et le droit et tout. Et tu voulais même être hôtesse. Hôtesse, tu vois. Donc il y a du rêve derrière. Il y avait du rêve derrière, en fait. Donc quand je sors de là, les premiers moments entre la justice, le tribunal, les avocats, tout ça, c'était difficile. Mais je devais toujours travailler pour nourrir les enfants. Entre-temps, et payer les factures. Tu ne peux pas être créative ni productive. Mais un jour, vu que j'étais quand même impliquée dans la société, malgré mes douleurs, je commençais à être vraiment utile à la société canadienne ici, avec l'ONG et tout. Je rencontre une femme, elle me regarde, je parle. Et quand on sort de la salle, elle me dit, je veux te parler. Elle dit, quand je t'écoute, je vois que tu as une niaque. Tu as quelque chose au-dedans de toi que tu as donné au monde. Il y a un feu ardent. Il y a un feu en toi, mais il y a quelque chose qui n'est pas propice. Il y a un terrain intérieur qui n'est pas propice. J'ai un programme d'accompagnement. Inscris-toi. Même si tu n'as pas les moyens, tu vas payer par tranche. Inscris-toi, je vais t'accompagner. Et c'est comme ça, j'ai tout de suite mordu. C'est comme si inconsciemment, j'attendais ça. Cette main tendue. Il y a toute une planification. Quand on part d'où on est parti pour arriver au Canada, finalement, dans l'espoir. C'est comme si l'univers conspirait à ce que ces rêves enfuis là soient possibles. Et c'est comme ça que je commence ce programme de cette personne qui me permet de me découvrir. Elle m'a fait faire du personal branding. Aller au-dedans de moi, chercher la Jacqueline authentique. Je pars dans ce programme et pendant ce temps, je rencontre une autre personne qui me peut faire maintenant ce qu'on appelle un nettoyage intérieur. Elle me dit, Jacqueline, tu as vécu des choses dans ton enfance qui ont fait que tu as suivi un cycle d'échecs répétitifs, de douleurs qui sont revenues encore et encore. Il est temps de mettre fin à ça. Et la dame était à Toronto, il fallait que je parte à Toronto. Argent par argent, elle dit, débrouille-toi, Jacqueline. Débrouille-toi, ouais. Retourne-moi à Toronto, je t'offre un mastermind de guérison totale. Je regarde mon compte bancaire, il n'y avait pas l'argent. À l'époque, j'avais une carte RBC où j'avais des points qui pourraient me permettre de prendre le bus ou bien prendre un avion pour partir. C'est comme ça. La première séance, je suis partie, je me suis débrouillée. On a fait 4 heures de mastermind. Je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Parce que cette femme est professionnelle, avait les mots pour aller chercher
tout ce C'est qui qu'il y a dedans. m'empêchait. C'est un peu comme vomir, en fait. Oui, en fait, c'est comme si je curais tout mon être intérieur qui était assombri. C'était ton huile rouge. Exactement. Ça On se dit vomissait. quand tu prends du poison avec de l'huile rouge, ça va aller chercher dedans. Je là. me rappelle de cette séance où elle et moi, tellement elle écoutait, elle me parlait, on est tous deux tombés par terre. Dans les larmes, elle est allée me chercher, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, c'est fini maintenant. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas te lever, écrire ton histoire. Tu vas te lever, faire des conférences. Tu vas te lever, toi-même devenir celle qui va aider d'autres personnes à se relever aussi, après avoir vécu des choses similaires. Tu vas écrire des livres, Jacqueline. Tu as du monde à aider à travers le monde. Et quand on finit cette séance, elle me donne un stylo en or. Elle me dit, avec ce stylo, tu vas signer ton premier plus gros chèque ici au Canada. Et c'est comme ça, quand je sors de cette séance, elle me dit, voici les devoirs que je veux que tu fasses. Écris-moi la prochaine étape, les choses que tu vas faire. Fais-moi des promesses écrites que tu vas parler à d'autres femmes, à d'autres personnes qui ont vécu des choses pareilles. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais en vrai, quand je regarde autour de moi, il y a certainement beaucoup de femmes qui vivent des choses comme ça. Qui vivent des choses pareilles, ou même peut-être comme encore ça, pire. Je lui ai fait la promesse de dire, OK, je vais le faire. Et c'est comme ça que je viens à moi-même me faire former pour être capable d'être comme cette femme qui m'a accompagnée. Ces deux femmes, j'allais dire, qui m'ont accompagnée. Et c'est comme ça qu'en 2020, j'ai lancé un programme d'accompagnement. J'ai commencé avec les jeunes parce que quand je regarde mon enfance, je regarde les miens, je dis, il y a quelque chose que je dois mettre en place. J'ai commencé avec les miens. Après, j'ai ouvert à d'autres enfants dans mon entourage. La page Facebook existe encore, Jeunesse Championne Canada, où on faisait des ateliers pour parler des valeurs humaines, parler des choses qui vont bâtir l'adulte de demain. C'est ça. Aux enfants. Et puis après, j'ai commencé avec les adultes. Et j'ai vu que c'était un appel finalement pour moi. Je suis allée rentrer à l'université du coaching parce que je voulais être légitime, non seulement de mon parcours, de mon histoire, mais aussi je voulais avoir un diplôme académique qui prouve que j'ai toute la légitimité pour accompagner d'autres personnes. C'est comme ça vraiment que je suis arrivée à dire, écoute, je dois être capable de tendre la main aux gens. Parce qu'il y a des milliers, voire des millions de femmes, d'hommes même, qui vivent ce genre de situation. Il y en a qui périssent. Malheureusement. Il y en a qui périssent. Il y a des enfants qui meurent dans des foyers comme ça, qui sont toxiques. Il y a des femmes qui meurent. Je me suis dit non, je dois contribuer à ce qu'on puisse bâtir des familles harmonieuses, un monde meilleur, à la même façon que les gens m'ont aidé. Je veux aider les autres. C'est comme ça que la première structure de coaching a commencé. Mais après, je voulais aller loin parce que je suis au Canada. Mais en Afrique, il y a un gros besoin. Les gens me disent, mais Jacqueline... Quand on comprend que si finalement ça a connu une fin en griffe au Canada, exactement. Mais quand on voit l'environnement d'où c'est né exactement. Et que c'est un environnement qui potentiellement est propice, exactement. donc on s'imagine Donc, du dégât. C'est ça, j'ai commencé à animer des conférences, j'allais faire des conférences. Est-ce que vous avez des choses pour l'Afrique et tout? Je me suis dit, OK, c'est pas par hasard que je suis africaine. C'est pas par hasard que je suis béninoise. Je dois mettre quelque chose en place pour mon Afrique et tout. Et dernièrement, on a mis une structure en place pour accompagner des gens. Mais entre-temps, on accompagne des gens en ligne en Afrique. Je peux dire, je reçois des gens qui ont des histoires à vous couper le souffle. Ce que des gens vivent, que ce soit femmes ou hommes, c'est effrayant en fait. C'est ça. Ça fait que les foyers, au lieu de construire des adultes épanouis pour construire une société plus en santé, on est en train de fabriquer des adultes brisés qui font que la société est malade, en fait. Donc, pour moi, je veux vraiment me mettre en œuvre pour construire une société où les gens sont bien, au-dedans d'eux, pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on vend les rêves. Vous voyez sur les réseaux un peu partout, les gens vont montrer leurs millions, vont montrer leur villa, leur accomplissement. C'est le paraître. Moi, j'investis mon temps pour l'être. Qui tu es? Quelqu'un m'a dit un jour, tu n'as jamais vu Jacqueline. Parce que Jacqueline, ce n'est pas la carapace. C'est la partie invisible. C'est ça. C'est cette partie invisible. C'est sur ça que je travaille. C'est des jeunes, c'est des femmes. Vous avez des témoignages époustouflants. De gens brisés. Plusieurs clients, je le disais à ma maquilleuse tantôt, moi, j'ai accompagné plusieurs personnes qui voulaient se suicider. Ils étaient en arrivée là. C'était le suicide, là. Parce qu'ils ont vu que, leur vie, on leur disait à tous les jours, mais tu ne vaux rien. Rejeté, abandonné, humilié tous les jours, c'était le lot quotidien de ces femmes-là.
mais des gens qui ont repris goût à la vie, qui font des choses extraordinaires aujourd'hui. Je me suis dit, si ces gens-là que j'ai accompagnés depuis 5 ans, ils ont des témoignages, c'est qu'il y a des millions de gens qui ont besoin. Et c'est pour ça, aujourd'hui, plus mon temps, là, je le passe à parler aux gens. Vous allez voir maintenant, pour ceux qui sont habitués de TikTok, je suis sur TikTok plus régulièrement maintenant. Facebook aussi, on a maintenant notre page officielle, JS Academy, parce que j'ai compris que malgré les douleurs qu'on peut avoir dans la vie, on peut toujours avoir du bonheur de l'autre côté. Mais ça prend l'équipement, ça prend la connaissance. Il y a une parole de Dieu qui dit « Le peuple périt faute de connaissance ». Moi, je périssais, je mourais dedans de moi parce que je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Tu vois le nombre de gens qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Donc, vraiment, c'est pour ça, aujourd'hui, toutes mes actions sont portées sur l'humain. Je suis une passionnée de l'humain. Ceux qui me connaissent là, mon sourire est contagieux, ma joie de vivre est contagieuse. Je peux ne pas avoir 5 francs, 1 dollar, mais tu vas toujours... Tu as déjà débloqué ce niveau-là. Oui. Le processus de guérison m'a libérée, en fait. C'est ça. Merci, Jacqueline. Alors, là qu'on a compris pourquoi mieux vaut guérir son intérieur pour oser briller. Parce que si l'intérieur est brisé, c'est la créativité qui en pâtit. C'est nos relations sociales qui prennent un coup. C'est notre personne dans sa plénitude. En fait, ça va être un genre de mort. Exact. Tu meurs, en fait. On ne peut pas être mort et être parmi les vivants. Non. C'est pour ça. Quelqu'un a dit la vie, c'est pour les vivants. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut guérir, naître de la bonne façon pour pouvoir apporter justement aux vivants, donc pouvoir laisser un impact. Et c'est ce que Jacqueline fait aujourd'hui à travers JS Academy. JS Academy. Donc, on peut comprendre que soigner son intérieur pour oser briller, c'est, je ne veux pas dire légitime, c'est de montrer que, comme j'aime bien le dire, quand l'éléphant est passé dans la rosière avant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Exactement. Voilà, donc Jacqueline, finalement, avec fort de cette expérience, ça va être cette voix-là qui vous écoute, cette voix-là qui sait mettre des mots sur les douleurs, sur les mots que vous vivez, et qui sait aussi parler, qui sait aussi patienter, qui sait aussi vous accompagner à vous relever également aussi pour pouvoir donner sens à votre vie. Elle dit qu'elle a déjà eu des situations où des personnes étaient sur le bord de dire « là, je te parle là, si je raccrochais là, je partais me jeter. » Je te jure. Des fois, je me précipite. C'était au Canada, là, je me précipite pour aller les voir. En Afrique, là, je reste au téléphone. Pour maintenir la personne, là, pour qu'elle vide son sac. Là. Oui, je te dis, là, c'est des pleurs en sanglots. Les gens pleurent, je te dis. Jackie? C'est fou. Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension dedans que juste vivre et gagner de l'argent? Est-ce que... oui, pour moi, c'est une mission. C'est devenu une vocation. Je dois le faire ou le faire. J'ai plus de choix. Il n'y a pas d'autre option, quoi? Non, il n'y a plus d'autre option. Parce que quand je suis rendue dans ça, il n'y a même plus de chemin retour. En dehors d'être une structure, oui, c'est une entreprise qui doit fonctionner. Il faut... D'ailleurs, le meilleur investissement qu'on doit faire, c'est sur nous. Moi, je vous ai raconté mes masterminds que je devais aller faire à Toronto. C'est ça. Il fallait payer le transport partir. Mais en même temps, c'est la clé du déblocage. Mais c'est ce qui a débloqué. Qui vous voyez part à ta propre délivrance. Qui vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas du gratuit qui a bâti ça. Non, pas du tout. C'est ça. Donc, en dehors même du fait que c'est une entreprise qui doit tourner, là, c'est devenu une vocation. Une passion. Je suis passionnée de l'humain. Vous savez, j'ai une citation, vous allez voir dans ma biographie, il y a de richesse que d'hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, mais elle ne remplace pas l'humain. Pas l'humain, c'est ça. OK? Et moi, ce qui me caractérise, je veux donner cette connaissance, cette capacité que j'ai là, je veux donner. Il y a plus d'abondance à donner qu'à recevoir. D'accord. Donc, tout ce que vous pouvez même payer, quand j'accompagne des gens, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils reçoivent, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils vont payer. Pas du tout. Ce n'est rien comparé à ce qu'ils deviennent d'ailleurs. Oh oui, écoute, là, j'ai des témoignages à vous couper le souffle. Sérieusement. D'accord. Alors, Jacqueline, là, on tend à la fin de notre émission. Malheureusement, il faut bien que ça prenne fin. Les bonnes choses ont une fin. Absolument. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un, une personne qui certainement, en ce moment où on se parle, parce que vous savez, quand vous vivez une situation, à l'instant où vous vivez la situation, vous avez souvent besoin d'une parole bien placée, celle-là qui vous touche à un moment donné, pour vous donner l'opportunité d'entrevoir des possibilités pour vous. Exactement. Jacqueline, est-ce que tu as quelque chose à dire à une soeur, à un frère qui est en ce moment en train de vivre cette situation-là? Oui, bien sûr. J'ai tellement de choses, mais je vais résumer. Alors, Jacqueline. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel que soit le fond que tu as touché, d'ailleurs, il faut pouvoir toucher le fond pour rebondir. Prends une balle de tennis, il faut juste la taper, là et en bas avant de rebondir.
Donc, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, si c'est au niveau du mariage, au niveau de l'éducation des enfants, de l'entreprise, financièrement, je peux te dire que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Mais j'ai compris aussi que le jour ne va pas apparaître si toi-même, tu ne te réinventes pas, si tu ne prends pas la décision de dire que ça ne va pas. Il y a quelque chose à changer parce que si tu continues à faire les mêmes choses, mais tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Il y a quelque chose à changer. Souvent, on s'accroche à une situation qui nous détruit. Il faut prendre une décision à un moment donné. Si tu ne prends pas de décision, tu as quand même décidé de rester dans la situation. Mais je peux te dire, derrière chaque obstacle, il y a un miracle qui se cache là. Juste accepte de prendre la décision à prendre et tu vas voir les possibilités inouïes, illimitées qui t'attendent de l'autre côté. Prends courage, développe ta résilience. Quand tu vois la douleur, sache que c'est l'appui pour la grandeur de demain. N'abandonne pas. Fais encore un effort. Wow. Ben, merci Jacqueline. Donc, on l'a compris, bâtir une personne forte, c'est soigner les blessures intérieures pour oser s'exprimer, pour oser rassurer, pour oser parler avec confiance, pour oser inspirer également confiance. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était avec Jacqueline Sopoli à travers aujourd'hui la firme JS Academy, qui va certainement vous parler plus tard, qui va certainement vous permettre de découvrir des programmes de transformation, en fait, qui ont été le plus grand cadeau que vous pouvez vous offrir à ceux que vous aimez. Exactement. Voilà, merci encore Jacqueline. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et une fois de plus encore, j'encourage toute ton équipe. Exactement. Et toi-même surtout, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Exactement. On s'est déjà côtoyé. Mais j'avoue qu'il y a des choses aujourd'hui que j'ai appris que je ne savais pas avant. Absolument. Donc ça, pour moi, ça change aussi le regard que j'ai sur toi, encore bonifié. Et puis de comprendre qu'en fait, on est chanceux souvent de côtoyer des personnes qui nous inspirent. Et qui nous donnent aussi cette envie, cette niaque aussi de dire, non, on n'est pas né, comme on le dit, pour un petit pain. On est né pour plus grand que ça. Mais c'est ça, on dit aux gens, avant de me juger, il faut savoir d'où je viens. C'est exact. Voilà, donc merci Jacqueline. Donc on termine notre émission ici. Messieurs et dames, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. On se revoit la prochaine. Merci Jacqueline. Merci. Et au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.